Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le Deepcool LT720 en version blanche et je vous propose qu'on attaque ça tout de suite après l'intro, c'est parti. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, bienvenue sur la chaîne d'overclocking.com. Ici on fait des reviews, des guides d'achat et de la vulgarisation pour te permettre de monter ton PC au meilleur prix tout en sachant ce que tu achètes. Et si jamais tout ça, ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Comme je vous ai dit avant l'intro, aujourd'hui on va se retrouver pour le Deepcool LT720 en version blanche. Pour ceux qui me connaissent depuis avant que je reprenne la chaîne YouTube d'overclocking.com, c'est un water cooling qui vous dira forcément quelque chose étant donné que je l'ai déjà présenté en version noire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur lorsque j'avais fait les tests sur la version noire. Et du coup, je vais vous expliquer en fin de vidéo mon erreur et comment je l'ai corrigée. Et du coup, c'est une erreur, mais qui permet de gagner des performances. Alors du coup, on va vraiment en parler de manière plus détaillée pour que vous compreniez tout ça. Donc d'abord, je vous propose que la vidéo s'organise de cette façon. On va faire un petit peu le tour du kit de water cooling qu'on connaît déjà dans les grandes lignes, mais on va quand même le représenter un petit peu pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore. On va s'attarder un petit peu sur la finition blanche qui a été quand même exceptionnellement bien réalisée par Deepcool, donc on va voir un petit peu tout ça. On poursuivra bien entendu avec les performances, donc on va tester directement les performances, les tests normalisés avec des Arctic P12 à la place des ventilateurs de ceux qui de water cooling, puis on finira avec les nuisances sonores. Pour faire un petit peu le tour justement du packaging, alors on retrouve ici les emballages couleur carton que Deepcool a appliqué avec les petits liserés verts un petit peu par-ci par-là. Je trouve que l'emballage est plutôt sobre. Et puis on retrouve encore une fois la petite banderole en couleur avec une image du water cooling. Et puis derrière on a les spécifications techniques du water cooling. Après on va aller à l'intérieur du carton. Puis là on va retrouver le truc totalement basique. Le water cooling avec les kits de fixation. 3 ventilateurs puisqu'on est sur une version 360 mm. Et puis sinon il n'y a rien d'autre à dire vraiment. Après pour poursuivre un petit peu justement sur l'unboxing, on va aller directement sur le côté du design que Deepcool a particulièrement bien réussi. Et là on va se retrouver ici avec quand même un water cooling où la finition est quand même exceptionnelle pour le prix. Alors oui, on est quand même dans un tarif plutôt premium puisqu'on va tomber quasiment autour de 140-150 € pour ce water cooling en 360 mm. Mais on a quand même une peinture qui est exceptionnellement belle. Alors je ne sais pas si elle est costaud parce que je n'ai pas essayé de faire des rayures tout ça pour voir si elle tenait bien. Voilà, ça paraît logique, on n'essaie pas de péter les produits quand on nous les envoie. Mais en gros, oui, franchement, la finition, elle est particulièrement belle. La peinture est d'excellente qualité. Le radiateur est super bien peint. En plus, on retrouve encore une fois la finition haut de gamme puisque le radiateur est carré, donc on n'a pas les bords arrondis. On n'a aucun rivet apparent. Les tubes, ils sont bien gainés en blanc. Et même le petit cache où il va y avoir les LED sur la pompe, il est plutôt bien peint en blanc. Et encore une fois, le petit défaut que j'avais déjà reproché sur la version noire, c'est que les adhésifs que vous mettez justement Deepcool sur ce fameux bloc central, ils laissent des traces. Et malheureusement, quand vous les enlevez, vous avez quand même des micro-rayures derrière. Alors si vous n'êtes pas collé sur le truc, vous ne les verrez pas. Mais moi, je sais que quand je fais des plans justement vidéo, bon, je m'arrange pour pas trop qu'on les voit quand je montre la vidéo, tu vois, chacun ses techniques, mais je sais que quand je les tourne, je vois un petit peu ces micro-rayures, c'est un peu dommage. Je sais pas qu'est-ce que vous utilisez justement comme emballage à ce niveau-là. Peut-être regarder pourquoi on retrouve un petit peu ces micro-rayures. Peut-être que justement ces petites rayures ont leur rôle à jouer pour avoir ce petit effet lueur que provoque le water cooling et pas forcément avoir des lumières super nettes. Alors peut-être que je me trompe encore une fois, mais ce serait peut-être possible également. Voilà, ça servira à diffuser un petit peu la lumière. Je sais pas, peut-être qu'on pourra avoir un retour de votre part. En tout cas, pour tout le reste, la finition est exceptionnelle. Les ventilateurs, ils sont aussi bien réussis en blanc qu'en noir. Franchement, c'est quelque chose que j'apprécie. Franchement, les derniers ventilateurs de chez Deepcool, ils sont très qualitatifs, ça fait plaisir. Ils sont plutôt performants à haute vitesse. Bon, ils font un peu de bruit, mais franchement, ça reste très maîtrisé. Et à basse vitesse, ils sont capables d'être totalement inaudibles tout en offrant un flux d'air qui est quand même existant. Donc franchement, c'est un bon compromis que Deepcool a créé ici. Et franchement, je pense qu'ils peuvent être plutôt fiers justement de ce water cooling au global, tout autant de leurs ventilateurs qu'ils vont utiliser justement pour leur gamme de ventirad. Encore une fois, pour insister un peu sur les finitions, on a le fameux logo que je trouve super beau sur le water cooling. C'est l'une des seules marques qui le fait. Et on retrouve ce petit logo en couleur qui est particulièrement beau. Moi, je retrouve toujours le fait qu'il est du mauvais côté parce que quand on le met dans un boîtier en haut, bah malheureusement, si on veut voir le logo, on fait sortir les tubes vers l'arrière. Et vers l'arrière, souvent, on a un ventilateur. Si on peut le déplacer, tant mieux. Mais si on ne peut pas le déplacer, il aura tendance à toucher les tubes, comme dans le PC qu'on retrouve juste derrière moi malheureusement. C'est des choses à prendre en compte, mais franchement déjà la finition est particulièrement belle. Le deuxième truc que j'apprécie particulièrement avec ce water cooling, c'est qu'on retrouve dessous des petits aimants qui vous permettront de tenir les kits de fixation quand vous les placez sous la pompe,
tout autant que les vis, et ça vous permettra d'avoir une facilité de montage assez exceptionnelle, puisque jusqu'à maintenant, à ma connaissance, ça n'a jamais été fait sur les water cooling, donc c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique à exploiter ici. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du design, etc., on va peut-être aller voir un petit peu les spécifications techniques. Au niveau justement des spécifications techniques de ce water cooling, on va retrouver une pompe qui va être capable d'être cadencée jusqu'à 3100 tours minute à plus ou moins 10%. Elle se câble en 3 pins, donc vous n'aurez pas une gestion PWM, ce sera une gestion DC. C'est pas très dérangeant, hein, la plupart des cartes mères sont capables de gérer les deux. Donc il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Et après on va retrouver ici des ventilateurs qui sont capables de tourner jusqu'à 2250 tours minute pour un débit d'air de 85,85 CFM et une pression statique annoncée de 3,27 mmH2O. Donc franchement c'est plutôt sympa, c'est des ventilateurs qui annoncent quand même des performances assez sympathiques. Les tubes font 40 cm de long, donc ça vous permettra de placer le water cooling à peu près où vous le voulez dans le boîtier, donc c'est plutôt sympa. Et maintenant je vous propose qu'on s'attaque au protocole de test, puis au test, hein, tout simplement. Donc au niveau du protocole de test, ça a été testé sur ma plateforme de test qui devrait bientôt changer théoriquement. Donc là en attendant, on va voir ici le i7 11700K sur une Z590 MSI Unifi qui est franchement une carte mère, c'est un pur plaisir à chaque fois l'overclocking dessus. Au niveau du reste de la plateforme, on se retrouve ici avec un kit de chez G-Skill en 16 Go avec 2 x 8 Go cadence à 3600 MHz CAS 18. Pour le reste de la plateforme de test, c'est dans la description que ça se passe, mais globalement, vous savez à peu près tout. La pâte thermique utilisée, ça va être la Arctic MX4 qui va être mise en 5 points sur le processeur et puis on va laisser la pression du refroidissement, l'étaler, parce que je me suis rendu compte qu'à la spatule, quand on avait fait les tests sur ma chaîne, que c'était pas forcément optimal. Donc maintenant je laisse le refroidissement étaler la pâte thermique avec sa propre pression. Ça permettra au moins d'avoir une idée du contact qu'il est capable de produire sur le processeur. Au niveau de la température, je la relève avec HW Info 64, je prends la température du CPU entier, et après du coup on va avoir la température de la pièce qui va être mesurée avec un thermomètre au début et à la fin de chaque test. Avec ça je fais une petite moyenne, je soustrais justement cette moyenne à la température maximale relevée sur HW Info 64 durant les stress tests. Donc on parle des stress tests, ils sont effectués sur OCCT à différents paliers justement d'overclocking pour avoir différents types de puissance. On va se retrouver ici avec une puissance de 125, 200 et 280 watts pour voir vraiment à peu près dans toutes les conditions ce qui est capable de donner ce water cooling. 280 watts en général ça leur donne un peu de mal, mais ils arrivent quand même globalement tous à le refroidir, donc c'est pas un test qui est non plus impossible à réaliser, surtout sur un 11700K. Au niveau justement de la vitesse de la ventilation, j'ai fait un test avec 50% de la vitesse des ventilateurs et un test à 100% de la vitesse des ventilateurs. En revanche, la pompe est maintenue tout le temps à 100% de sa vitesse puisqu'elles sont conçues pour le faire. Globalement, tous les tests sont réalisés pendant 10 minutes sur OCCT, justement avec différents réglages que vous pourrez retrouver dans la description si jamais tout ça, ça vous intéresse. Au niveau justement d'une petite erreur que j'avais fait lors de la première fois, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que les petites entretoises en plastique, j'avais mis les LGA 1700 au lieu des LGA 1200. Là, je suis sur une plateforme LGA 1200, comme vous avez dû certainement le remarquer. Et du coup, quand on met les LGA 1700 à la place du LGA 1200, on a à peu près 1 mm en moins sur l'entretoise. Ce qui veut dire qu'on a une pression un peu plus poussée quand on passe avec des entretoises de LGA 1700, même sur une plateforme LGA 1200, et ça permet de gagner quand même pas mal en performance. Et du coup, dans les graphiques qui vont suivre, vous aurez justement, avec l'erreur que j'ai faite la première fois en mettant les entretoises LGA 1700, vous verrez les résultats. Et puis vous aurez également les résultats que vous obtenez en ayant fait le montage normalisé par Deepcool, et ça vous donnera une petite idée de la différence. Bien entendu, on va débattre de tout ça après, mais je vous laisse observer les graphiques et puis on en reparle juste après.
Comme vous avez vu sur les graphiques, on a pas mal de différences justement entre ces deux modes-là. Il y a des trucs à aborder justement à propos de ça. C'est une erreur que j'ai faite malencontreusement parce que je suis pas capable de savoir lire une notice correctement, certainement. En vrai, c'est une erreur qui peut arriver à tout le monde. J'ai mis les entretoises du LG à 1700 à la place du LG à 1200. Ça a permis de gagner honnêtement pas mal de performances comme vous avez vu, puisqu'on est autour de 10 degrés gagnés. Alors effectivement, c'est un montage qui vous permet d'avoir le maximum de performance avec ce Deep Cool. Je m'en doutais un peu, mais après en avoir discuté avec NH9B, il m'a expliqué que déjà je savais vraiment pas lire une notice, hein, ça il me l'a fait remarquer. Même si je me suis douté que ça venait forcément de moi. Et en plus de ça, bah, ça peut endommager le socket sur le long terme, par exemple. Donc même si vous gagnez énormément de performance là actuellement, peut-être que vous risquez d'endommager un petit peu le socket sur le long terme si vous serrez les vis comme un bourrin, etc. Personnellement, je ne vais pas serrer plus que ça là pour revérifier si je m'étais bien trompé. Effectivement, je me suis bien trompé. Mais voilà, peut-être que si on vérifie un petit peu le couple, tout ça, on peut vraiment avoir un petit peu un entre-deux avec justement ces entretoises-là. Je sais pas. Mais peut-être aussi que c'est une erreur totale de ma part. En tout cas, Deep Cool, je sais pas comment vous avez prévu le truc, mais moi je vois un gain de 10 degrés juste en changeant les entretoises. Je me dis que potentiellement, si vous faites de l'overclocking un petit peu poussé, que vous voulez un Deep Cool LT720 pour le faire, que vous avez peut-être un push-pull de T30 dessus avec des Fantech ou je sais pas, peut-être que ce système-là vous permettra d'aller chercher un overclocking encore un peu plus approfondi avec un IO. Je sais pas, moi je pose ça là comme ça. Voilà. Après, c'est une plateforme qui est quand même techniquement plus vraiment disponible sur le marché. Enfin, plus vraiment disponible dans le sens où pas grand monde est encore sur cette plateforme-là. Je pense que certainement très peu de gens vont avoir cette plateforme-là dans les prochaines années. Donc, c'est pas un problème qui va se poser à beaucoup de personnes. Mais les gens qui sont peut-être sur le socket LGA 1200 avec les Intel 10e gen ou 11e gen, peut-être que c'est un glitch qui va peut-être vous plaire. Moi, personnellement, c'est une erreur qui me fait un peu rigoler parce que gagner 10 degrés juste en changeant les entretoises. Alors, où de base, la pression appliquée par le refroidissement est vraiment misérable et du coup, on arrive à gagner autant, ou malheureusement, en fait, on a une pression qui est juste énorme en changeant les entretoises et qui va un petit peu remettre en péril la carte mère, tout ça, et provoquer justement ce gain de température, étant donné qu'on plaque vraiment beaucoup plus fort au processeur. Je sais pas vraiment, peut-être que des gens de chez Deepcool, encore une fois, pour apporter peut-être des précisions sur les résultats de mes tests. En tout cas, je trouve que c'est plutôt marrant de vous montrer ça. Après, est-ce que vous devriez le faire chez vous? Je pense que vous êtes assez grand pour savoir les risques que vous encourez, hein, grâce aux explications que je viens de vous dire. Je ne vais pas vous cacher que si je dois le remonter sur le i7 11700K, il y a de fortes chances que je le monte avec des entretoises de LGA 1700 parce que je veux de la perf, tu vois. Après en daily, je sais pas vraiment ce que ça peut donner, quoi. Et là, on va passer au test normalisé. Du coup, là, on change les ventilateurs justement de ce Deepcool LT720 pour des ventilateurs de chez Arctic avec les Arctic P12. Justement, ces tests normalisés vont permettre de comparer la base des water cooling pour voir qui a la meilleure base. Bien entendu, le protocole de test n'a pas plus changé que ça. On a juste changé les ventilateurs et sinon, tout est strictement identique jusque-là. Donc, je vous propose de regarder les graphiques et puis on en reparle juste après. Some might say I can't get too far without seeing your face. Oh, you gave me your heart and took it away. I'm going underground, going underground. Say your loving comes around, going underground, going underground. 'Cause your love is not around anymore. Going underground, 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 yeah. Going underground, underground, Et puis maintenant, on va finir cette vidéo avec les tests de nuisance sonore. Et puis là, bah, ça n'a pas trop changé par rapport à la version noire, hein. Globalement, les résultats sont exactement les mêmes. Donc, on va mettre un seul LT720 sur les graphiques, ça me paraît totalement normal. Pour mesurer un petit peu les nuisances sonores, je place mon sonomètre à 20 cm entre le radiateur et la pompe de ce water cooling. Bien entendu, aucun autre bruit n'est présent dans la pièce. Tous les autres composants de la configuration de test
seront en passif pour éviter de faire des nuisances sonores. Et puis je vais enregistrer justement le son pendant 1 minute et je vais prendre la valeur minimum atteinte durant cette minute, étant donné que le seul bruit constant de toute la pièce, c'est mon kit de water cooling. Et ça permet d'avoir une idée des nuisances sonores que produit le kit. Tout ça, c'est réalisé à 50% de sa vitesse et 100% de sa vitesse. Je vous laisse regarder les graphiques et puis on finira avec une petite conclusion. Bon, comme vous avez pu le voir justement avec ces graphiques, niveau nuisance sonore, il s'en sort quand même plutôt bien, donc ça fait vraiment plaisir. Encore une fois, je vous invite à aller voir la revue de NH9B, parce que lui aussi, il en a déjà testé un de LT720, vous pourrez aller voir son avis. Il me semble qu'il l'a testé sur les dernières générations de AMD, donc n'hésitez pas à aller voir, ça vous donnera une petite idée. Globalement, moi de mon côté, je trouve que c'est un water cooling qui est vraiment top, autant au niveau de la finition que des performances, ça reste plutôt correct. Après, avec le petit glitch des LGA 1700 sur LGA 1200, je trouve que c'est encore meilleur. Mais globalement, c'est pas un truc qu'on est censé vous recommander parce qu'on est censé faire les choses bien. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, comme ça j'aurai bonne conscience. Et puis vous, si vous le faites, ce sera pas de ma faute, hein. Moi, je vous aurais juste dit que ça le faisait, mais à tes risques et périls, mon gars. Moi, en tout cas, je trouve que ce kit est particulièrement réussi à tel point que du coup, il a rejoint ma configuration modée, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Franchement, super configuration que j'avais fait sur ma chaîne. PC modé plutôt sympathique. Et franchement, je trouve qu'il rend bien mieux à l'intérieur que le Fantech Glacier One qui était d'origine. Donc ça fait plutôt plaisir. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce RGB, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.